C'est par cette porte que les visiteurs qui voulaient rencontrer Léon Le Saux entraient. Si le hôte tardait à les recevoir, il pouvait très bien patienter sur ses petits sièges de marbre et il n'avait pas froid l'hiver puisque Léon Le Saux avait pensé à y installer de petits radiateurs. Il pouvait très bien tuer le temps en admirant les fleurs de glycine qui ornent les murs de ce vestibule, puisque chaque pièce de la maison est ornée d'une fleur particulière, conformément aux préceptes de l'Art Nouveau. Né en 1862, Paul Saintenoy est un architecte bruxellois de renom. Passionné d'histoire de l'architecture et d'archéologie depuis sa plus tendre enfance, l'homme se positionne comme un fervent défenseur de la conservation de l'architecture des villes d'autrefois, tout en comprenant et promouvant le modernisme de son temps. Il entre en contact avec Léon Le Saux dès 1899 et devient peu à peu le maître d'œuvre ainsi que le coordinateur des travaux effectués dans la maison du 37 rue de Nimy, de 1900 à 1914. Le Bruxellois a très vite intéressé Léon Le Saux, qui cherchait un architecte assez souple pour s'adapter à sa vision personnelle. Une véritable amitié alliait les deux hommes. Ce thé est délicieux. Il évoque par sa nature florale la figure d'Hermeline de Smet, la maman de Léon Le Saux, qui a vécu ici avec lui jusqu'à sa mort en 1920. Elle était l'héritière d'une riche famille de brasseurs de Soigny. Alors comme vous pouvez le constater, tout dans cette pièce évoque, à part les luminaires, évoque non pas l'Art Nouveau, mais plutôt le style Napoléon III. Ce style a vu le jour en France sous l'impulsion de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. Il s'étend de 1860 à 1880 environ et connaît un grand succès au sein de la bourgeoisie. Parfois qualifié d'hétéroclite, il emprunte à de multiples styles du passé dans un joyeux melting pot. Accordant beaucoup d'importance à l'ornement, il se caractérise par l'abandon du bois naturel au profit du plaquage et du bois noirci. On y trouve de nombreuses incrustations de nacre et de dorure que le bois noirci sublime. La couronne de laurier, le flambeau romain ou encore la corne d'abondance en sont des motifs récurrents. Et c'est l'une des originalités de cette maison, puisque Léon Le Saux a tenu à conserver à certaines pièces leur caractère antérieur à sa vaste campagne de rénovation qui s'est étendue de 1899 à 1910. Je ne crois pas trouver devant moi toute faite, au coin des carrefours, les strophes des poètes, ni pouvoir en passant cueillir à pleine main les fleurs de l'idéal au chardon des chemins. Départ, Théophile Gautier, 1841. Le chardon, pour Théophile Gautier, est une fleur qui ne se laisse pas facilement cueillir et qu'il compare à la poésie idéale. Une fleur omniprésente dans le bureau de notre cher Léon, et qui le défendait, peut-être des importuns, lorsqu'il était concentré sur son travail. Pourtant, la décoration florale du bureau de Léon Le Saux a fait couler beaucoup d'encre, l'avocat montois n'arrivant pas à se décider. Après plusieurs propositions infructueuses, il finit par élire le chardon, hautement symbolique, puisqu'il incarne des valeurs qui lui sont chères, l'indépendance et la liberté. Rappelons que la devise de Léon Le Saux, empruntée à la philosophie grecque, était le bonheur, la liberté. Par ailleurs, le chardon est aussi l'un des emblèmes de l'école de Nancy, de nombreux artistes de ce courant étant originaires d'Alsace et de Lorraine, terre prussienne depuis la défaite française de 1870. Le patriotisme, la liberté et l'indépendance sont aussi des valeurs portées par cette école. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux.
et je l'ai trouvé amer, et je l'ai injurié. Je me suis armée contre la justice, je me suis enfuie. Ô sorcière, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. Vous demandez certainement ce que fait le texte de Rimbaud Une saison en enfer sur le bureau d'un être un peu sérieux comme Léon Le Saux. En fait, il vous suffirait d'ouvrir une édition critique de ce texte, par exemple l'édition Gallimard dans la collection La Pléiade, pour en apprendre la raison. Les héritiers d'Arthur Rimbaud, sa sœur Isabelle et son beau-frère, le dénommé Paterne Berrichon, ça ne s'invente pas, racontaient à qui voulait l'entendre que Rimbaud avait emporté les 5 épreuves d'auteur de l'édition originale d'Une saison en enfer, qu'il avait offert à ses amis, en particulier évidemment à Verlaine, et qu'il avait détruit le reste de cette édition originale dans un extraordinaire autodafé très romantique, ce qui participait évidemment à peaufiner la réputation du poète. En fait, il n'en était rien, puisque en 1901, alors que Léon Le Saux se promenait à Bruxelles, rue aux Choux, à la recherche du tiré à part d'une revue juridique, il est entré dans l'arrière-boutique d'une petite imprimerie, l'Alliance typographique pour ne pas la nommer, et il a découvert une caisse. Une caisse qu'il a fait ouvrir, évidemment, curieux comme il était. Et évidemment, vous l'avez deviné, tous les exemplaires de l'édition originale d'Une saison en enfer se trouvaient dans cette caisse. 500 exemplaires en tout, dont une centaine environ avaient été abîmés avec le temps par l'humidité et par la poussière. Alors Léon Le Saux a tout de suite compris l'intérêt de ce trésor qu'il venait de découvrir et il a acheté toute la caisse pour un prix dérisoire, puisque l'imprimeur ne savait même pas ce qui traînait dans son arrière-boutique. Alors, qu'est-ce qu'il en a fait de ce trésor, Léon Le Saux? Eh bien, pendant 10 ans, il s'est tu, il s'est interrogé, il a ruminé en se disant: est-ce que je vais détruire ces exemplaires? Est-ce que je vais en faire commerce? Et finalement, ce n'est donc que 10 ans plus tard qu'il l'a rendu public, en faisant évidemment les gorges chaudes du milieu littéraire européen de l'époque. Et bon, les principaux journaux, d'ailleurs, en font état. Nous les avons conservés ici à la Maison Le Saux. Et donc, Léon n'a absolument pas fait commerce de cette édition originale. C'est un trait de son caractère aussi, c'est sa générosité. Il en a fait cadeau aux membres de la Société des bibliophiles belges. Il en a fait cadeau à des écrivains qui l'admiraient. On pense que Verhaeren et Maeterlinck en ont eu un exemplaire. Il en a fait cadeau aussi à son personnel de maison qui vivait ici avec lui, au 37 de la rue Nimy. Donc voilà, c'est un épisode très intéressant de la vie de Léon Le Saux et qui fait qu'il est connu internationalement par les rimbaldolâtres, par les amateurs de poésie, bien au-delà des frontières de sa petite province du Hainaut. À la fin de la séance que la Société des bibliophiles belges Séant à Mons a tenue chez moi le 24 septembre 1912, j'ai offert à titre de souvenir de la réunion à chacun de mes confrères présents une petite plaquette d'aspect très modeste, en me bornant à dire qu'elle était de grande rareté. Léon Le Saux. Nous nous trouvons maintenant dans le grand salon de la maison de Léon Le Saux, qui au XVIIIe siècle était en fait une vaste cour intérieure que Léon Le Saux a voulu restaurer au goût du jour, évidemment selon les préceptes de l'Art nouveau à l'époque. Alors comme vous le voyez, cette pièce est dédiée à l'orchidée, depuis les magnifiques parquets marquetés jusqu'au lambris et jusqu'au stuc des décors. Alors petite anecdote, si je puis dire, c'est les décors flammés qui se trouvent autour de nous ne sont pas les décors d'origine. Ils sont le résultat d'une restauration, une des nombreuses restaurations que la maison Le Saux a connues au cours de son histoire. Il faut savoir notamment que Léon Le Saux a été chassé pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale de son domicile.
Comme cette maison était une des plus confortables et des plus belles de Mons, chaque fois l'état-major allemand la réquisitionnait pour y installer ses officiers ou même son état-major. Léon Le Saux a alors trouvé refuge soit chez un ami rue Terre du Prince, soit à l'hôtel Métropole de Bruxelles. Et chaque fois, les dégâts qui ont été occasionnés à la maison ont été très importants. Léon Le Saux, à l'issue de ces 2 guerres mondiales, a d'ailleurs constitué à chaque fois un important dossier consacré aux dommages de guerre. Et il a été vraiment très peiné par l'état dans lequel il a retrouvé sa maison à son retour, maison qu'il a dû ensuite évidemment restaurer en faisant appel aux meilleurs artisans de son époque. Le décor d'origine était en fait composé de petites bulles réalisées dans les mêmes tons que le magnifique vitrail de Raphaël Evaldre. Disciple de Louis Comfort Tiffany, Raphaël Evaldre est l'un des maîtres verriers les plus influents de son temps. Il fut particulièrement actif dans l'art nouveau bruxellois, auprès d'architectes renommés tels que Paul Saintenoy, Paul Ancar ou encore Victor Horta. Parmi ses œuvres, on compte le vitrail du grand salon de la maison de Léon Le Saux, supporté par un lanterneau en bois imitation métal dessiné par Paul Saintenoy. Qui offre à la pièce, ce qui était tout à fait novateur pour l'époque, un éclairage zénital. Alors, ce qui est aussi intéressant dans ce vitrail, c'est le traitement du bois, de la charpente, de la structure, qui en fait imite le métal et qui est la preuve que le métal avait essaimé dans les maisons particulières et n'était plus un matériau uniquement réservé aux bâtiments industriels et qu'il était un signe de modernité à l'époque. Le vitrail réalisé par Raphaël Evaldre n'est pas le seul élément vitré de la pièce, puisque derrière moi se trouve un autre vitrail réalisé en verre plane, technique tout à fait novatrice de l'époque, par la manufacture Dôme de Nancy et plus particulièrement par le maître verrier Amalric Walter. Ce vitrail représente la ville de Thoin, qui est la ville natale de Léon Le Saux. Artiste prodigieux, technicien hors pair, Amalric Walter est l'un des créateurs phares de l'école de Nancy et de la cristallerie Dôme. Il s'est spécialisé dans le traitement de la pâte de verre, technique tout à fait novatrice à l'époque. Le vitrail mosaïque de la maison Le Saux a été réalisé entre 1911 et 1912. Il se compose de 15 panneaux qui représentent une vue de Thoin, ville natale de Léon Le Saux au bord de Sambre. Le tout est intégré aux lambris et à l'habillage des murs du grand salon. Le vitrail sert de séparation avec le vestiaire tout en l'éclairant naturellement. Le service des bâtiments de la province de Hainaut l'avait démonté et entreposé bien avant la réouverture de 2015 dans des caissons spécialement construits à cet effet. Ce soin apporté par la province de Hainaut, qui a probablement permis de sauver la verrière, a été salué par l'Institut royal du patrimoine artistique. Pour la réouverture du bâtiment, le travail de l'artisan verrier s'est donc limité à quelques remises en plomb et surtout à de multiples nettoyages du matériau au savon de Marseille, le verre ayant été assombri par la fumée des cigares et des cigarettes. Alors, je vous ai amené sur les toits de la maison Le Saux pour vous montrer un peu les dispositifs qui sont cachés en général aux yeux des visiteurs. Nous vous avons fait découvrir tout à l'heure la magnifique verrière du Grand Salon réalisée par Raphaël Evaldre et vous pouvez voir aujourd'hui le dispositif que la province de Hainaut a conçu pour protéger cette verrière. Il y a en fait énormément d'interventions qui ont dû être réalisées avant la réouverture de la maison Le Saux en 2015 et dont le public évidemment n'a pas connaissance. Je pense, un des souvenirs peut-être les plus cuisants, les plus douloureux si je puis dire que nous ayons eu, c'est l'attaque du bâtiment, de certaines parties du bâtiment par la mérule en raison de l'humidité et d'une longue période de fermeture du bâtiment, ce qui a nécessité évidemment de faire intervenir toute une série de techniques
et de personnes compétentes pour combattre ce fléau. Et heureusement, nous en sommes venus à bout. Plus récemment, nous avons dû restaurer tout le système, toutes les techniques spéciales, et notamment tout le système de chauffage du bâtiment. Alors il faut savoir que dans un bâtiment classé, on a un système de chauffage. Léon Le Saux avait fait installer un système de chauffage central vapeur avec des radiateurs Art Nouveau absolument magnifiques. Et tout le challenge était de conserver en fait le matériel du début du XXe siècle, tout en permettant de chauffer de manière optimale la maison et à moindre coût. Nous avons donc installé une chaudière au gaz tout en préservant le système qui est visible du public. Nous nous trouvons maintenant dans le petit vestiaire qui se trouve derrière le grand salon de la maison Le Saux que nous avons visité tout à l'heure. Et dans ce petit vestiaire, nous pouvons découvrir le vitrail d'Amalric Walter représentant la ville de Thuin, mais en son envers, ce qui nous permet de constater la translucidité du matériau, ce verre plane qui était une grande innovation de l'école de Nancy et de l'Art Nouveau. Derrière moi se trouve une petite table art déco dans cette maison art nouveau, très moderne dans sa praticité, puisqu'elle permettait de pouvoir ranger les chaises dessous. C'était une table de jardin en fait, et puis quelques objets personnels. Léon Le Saux, avocat, qui n'a pratiquement jamais plaidé, en tout cas qui n'a plaidé que gratuitement pour les indigentes de l'hospice de Mons, mais qui a été toute sa vie extrêmement actif dans la vie intellectuelle du barreau, qu'il a constamment enrichi de ses réflexions, publiant de nombreux articles. Sa maison était d'ailleurs un peu considérée comme la succursale, si je puis dire, du tribunal de Mons, et de nombreux jeunes avocats venaient ici demander conseil à Léon Le Saux ou préparer leur plaidoirie en profitant de sa très grande bibliothèque, puisque, comme je l'ai déjà dit, il avait une bibliothèque juridique de plus de 100 000 ouvrages. Derrière moi aussi, une petite ombrelle ayant appartenu à la maman de Léon Le Saux, Hermeline de Smet, une canne avec un manche en ivoire ayant appartenu à son papa, et enfin un coffre au nom de son père et de sa mère. Ce style d'ameublement et de décoration a vu le jour en France au début du règne de Louis XVI, aux alentours de 1785. Il s'inscrit dans la renaissance du classicisme en Europe, durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Dans la maison de Léon Le Saux, on en retrouve un bel exemple dans la salle à manger, mais aussi sur l'escalier XVIIIe, que Le Saux voulait conserver, et qui provenait de la maison Bourlard, achetée en 1904. Ce style est surtout reconnaissable par sa symétrie et ses motifs si particuliers, comme les instruments de musique, les guirlandes de fleurs, les nœuds de ruban, les paniers d'osier, les palmettes grecques, les médaillons, ou encore la figure d'Apollon jeune. Petite anecdote. L'escalier d'origine étant trop petit pour le nombre d'étages de la maison, il a été prolongé pour atteindre le dernier palier. A l'inverse, il a fallu agrandir la salle à manger, où des décors 18e de la maison Bourlard ont aussi été réinstallés. Léon Le Saux fit percer les murs et intégra à la pièce 2 baies vitrées de style néo-Louis XVI. C'est ainsi qu'il appelait parfois cette pièce sa véranda. Autre péripétie. La salle à manger étant devenue plus grande, les panneaux 18e de la maison Bourlard ne suffisaient plus à habiller ses murs. Léon Le Saux demanda donc à son cher ami Saintenoy, décidément prêt à tout, de lui en construire à l'identique.
Alors bien sûr, il faut imaginer cette pièce non pas vide comme aujourd'hui, mais grouillante de monde au moment des grandes réceptions, des grands repas que Léon Le Saux avait coutume d'y organiser, soit avec des amis, des membres de sa famille ou des personnalités, des intellectuels de la région. Alors peut-être qu'il rêvait à la création d'une cour d'appel à Mons ou d'une université d'État à Mons, tous ces vœux ayant été réalisés finalement après sa mort. Alors nous avons une idée assez précise de ce que Léon Le Saux donnait à manger à ses hôtes, du nombre de convives qu'il recevait, parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, Léon Le Saux était un fanatique du rangement, du classement, et il a conservé absolument tous ces petits documents personnels qui pouvaient sembler anecdotiques à l'époque, et qui nous sont évidemment très très précieux pour reconstituer la vie d'un grand bourgeois au début du XXe siècle. Nous connaissons la composition de ses menus, le nom des invités qu'il a reçus, les honoraires des ouvriers à qui il a demandé de créer une chaise, une table ou d'autres dispositifs pour l'organisation de ces grands repas. Alors on sait qu'il adorait servir du gibier à ses hôtes, quand c'était la saison évidemment. Léon Le Saux était chasseur, il possédait des terres de chasse du côté de Thoin. On sait qu'il aimait le bon vin et qu'il avait du très bon vin dans ses caves très vastes ici, sous la maison Le Saux, et qu'il aimait servir du raisin en dessert, raisin qu'il allait cueillir dans la serre qui se trouve au bout de la maison. Juste à côté de cette salle à manger se trouve l'office, qui sent encore le bon l'encaustique de l'époque, bien qu'évidemment elle ait été nettoyée, je rassure tout le monde, depuis. Dans cet office, en fait, il ne faut pas confondre office et cuisine. Dans cet office, en fait, se trouvait uniquement la vaisselle qui était servie et desservie au cours du repas par son personnel de maison qui était assez important. La cuisine se trouvait tout à l'autre bout du bâtiment. Alors, une chose qui est assez remarquable dans cette pièce, ce sont les petits radiateurs chauffe-plat, très pratiques, qui permettaient de garder au chaud les plats qu'on avait laissés sur la table. Nous nous trouvons maintenant dans la maison Bourlard, acquise par Léon Le Saux en 1904 et qui, contrairement à la maison de Léon Le Saux que nous venons de quitter, n'a pas été classée. La province de Hainaut, lors des travaux de réhabilitation du site, a consacré cette maison Bourlard à l'installation d'un centre d'interprétation de la vie de Léon Le Saux, de ses passions, de son histoire. Et il y a aussi installé 2 salles d'exposition temporaires. À l'étage, nous trouvons aussi un magnifique centre de littérature annuaire, puisque la Maison Le Saux est, depuis fin 2011, le siège du secteur littérature de la province de Hainaut. Alors, nous nous trouvons dans la première pièce de ce centre d'interprétation, habillé d'une bibliothèque verte. En effet, les scénographes qui ont travaillé sur le projet ont décidé d'installer des bibliothèques thématiques dans chacune des pièces du centre d'interprétation pour rappeler la passion de Léon Le Saux pour les livres, puisqu'on sait qu'il possédait une bibliothèque de plus de 100 000 ouvrages. Alors cette bibliothèque verte, elle est consacrée au Léon Le Saux intime. Nous y voyons des traces de ses passions, nous avons des appareils qu'il utilisait pour projeter des photographies lors des nombreuses conférences qu'il animait, nous avons des objets personnels, des lunettes, des carnets de balles, des cahiers de chromo, sa casquette d'étudiant à l'Athénée Royal de Mons. Et donc nous avons voulu mettre en avant d'une part la photographie, je l'ai dit, Léon Le
Sceau a pratiqué en amateur, mais en amateur éclairé, comme pas mal de bourgeois de son époque, la photographie avec passion. Il a installé un laboratoire photographique dans les caves de sa maison, où il avait l'habitude de développer ses photos, et il avait pour réputation qui est toujours vraie aujourd'hui, d'être un très bon photographe, un très bon technicien, avec un sens esthétique tout à fait remarquable. Nous avons conservé 800 plaques photographiques prises par Léon Le Sceau entre 1899 et 1903. Elles sont pour l'instant conservées dans de très bonnes conditions au Mundaneum, institution avec laquelle nous avons un partenariat, et nous les mettons régulièrement en valeur. Nous avons déjà organisé des expositions qui mettaient justement en lumière la qualité du travail photographique de Léon Le Sceau, ces photos ayant en plus l'avantage de présenter un intérêt historique puisqu'elles nous donnent à voir la vie de Mons au tout début du XXe siècle. L'autre passion de Léon Le Sceau, c'est presque une manie, nous l'avons déjà évoqué tout à l'heure, c'est sa passion du classement et par là la classification décimale universelle qui est représentée ici sous la forme de 3 panneaux dans la bibliothèque verte du centre d'interprétation. Nous l'avons dit, Léon Le Sceau a été directeur du Mundaneum de 1947 à sa mort et a travaillé avec Henri Lafontaine et Paul Hotelet à la création de cette classification universelle et plus particulièrement aux catégories droit et sciences sociales. Fondée le 13 février 1901, l'école de Nancy, alliance provinciale des industries d'art, est le fer de lance de l'art nouveau en France. Son appellation officielle souligne l'importance prépondérante accordée à l'industrie et aux matériaux dits industriels, principale spécificité de l'art nouveau nancéen par rapport aux autres mouvements. On y trouve ainsi différents artistes qui désignent leur métier de façon très technique. Céramistes, fabricants de meubles ou encore maîtres de verrerie. Comme cela sera le cas dans le design, les chevilles ouvrières de l'Art Nouveau se positionnent davantage comme des producteurs que comme des artistes. Verrerie, menuiserie, ébénisterie, cristallerie, forge, l'école s'amuse dans la transversalité en alliant par exemple bois et métal. Comme les auteurs sont des patrons d'entreprise, les œuvres peuvent parfois être produites en série. On assiste de cette manière à une certaine démocratisation de l'art, désormais plus accessible aux petits bourgeois. C'est aussi un mouvement qui se veut provincial. L'objectif étant de faire en sorte que le beau touche les provinces et plus seulement la capitale culturelle et artistique de l'Europe, Paris. Pour le reste, même si chaque pays européen a développé son propre langage Art Nouveau, l'école de Nancy s'inscrit bien dans la mouvance générale en privilégiant la transparence, l'importance de la lumière naturelle, l'utilisation de matériaux modernes et, bien sûr, la mise en valeur de la nature via de motifs végétaux. La deuxième bibliothèque du centre d'interprétation de la Maison Le Sceau est consacrée à l'Art Nouveau et plus spécifiquement à l'école de Nancy qui a été privilégiée par Léon Le Sceau dans l'aménagement de sa maison. Vous voyez derrière moi des plans d'architectes commandés par Léon Le Sceau avant de prendre toute décision pour la réalisation de parquets, de luminaires, de planches de porte ou autres décors muraux. Léon Le Sceau était en effet un commanditaire très exigeant puisqu'il voulait absolument avoir une vue sur tous les projets de ses architectes et contrairement à beaucoup de bourgeois de son époque, il ne donnait absolument pas carte blanche au maître d'œuvre de sa maison. On peut même dire que le réel maître d'œuvre de la Maison Le Sceau, c'est Léon Le Sceau lui-même. Les plans que vous voyez derrière moi et qui sont régulièrement changés en raison de leur fragilité ne sont que la partie émergée d'un immense iceberg qui font partie des collections de Léon Le Sceau. Nous avons en effet conservé plusieurs tiroirs de ces dessins aquarellés, souvent très beaux, de ces plans bleus d'architectes qui ont constitué toute l'histoire de la Maison Le Sceau. D'autres collections sont évidemment ici conservées en nos murs. Je pense aux 2500 dossiers personnels de Léon Le Sceau qui contiennent
des petites choses anecdotiques comme des menus ou des petites cartes, des mots tendres ou des documents qui sont peut-être plus intéressants pour l'histoire officielle. Je pense aussi aux plaques photographiques, aux 800 plaques photographiques dont j'ai parlé tout à l'heure et qui sont pour l'instant conservées dans les murs du Mundaneum. Je pense aussi à l'extraordinaire collection de médailles de Léon Le Saux, puisque Léon Le Saux était un passionné de numismatique. Il possédait plus de 10 000 médailles que nous avons conservées ici à la Maison Le Saux, dont la plus grande collection européenne de médailles de Godefroy de Vrais. Grand numismate, Léon Le Saux apprivoise cet univers depuis sa plus tendre enfance. Charles, son père, est en effet lui-même collectionneur et possède déjà quelques centaines de médailles et de pièces de monnaie. C'est donc tout naturellement que Léon reprend le flambeau. Comme toujours, il vit sa passion à fond. À la fin de sa vie, il aura réussi à accumuler pas loin de 10 000 médailles. On en compte de toutes les formes, rondes, carrées, rectangulaires, et de toutes les époques et de toutes les matières. De la plus habituelle en cuivre ou en bronze, aux plus particulières en or ou en cristal. Léon Le Saux concevait sa maison comme un musée de la médaille. Très tôt, il demanda à des artisans de dessiner des médaillés pour décorer sa maison. Comme il est difficile de présenter l'avers et le revers en même temps, il essayait toujours d'acheter 2 exemplaires de la même médaille afin d'en exposer les 2 faces. Insomniaque, il passait parfois toute une nuit à clouer lui-même ses médailles dans ses meubles, aux grandes dames de son personnel de maison qui entendait les coups.